Bonjour à tous, il est 13 heures. Je suis Émeric Monet, je travaille à l'ACTA et je suis membre de la cellule d'animation nationale défi et je serai avec Romario Jacques, l'animateur de ce webinaire aujourd'hui. Donc c'est le 11e webinaire Défi XP qui fait partie de 3 séries de webinaires qu'organise le réseau Défi XP depuis le printemps dernier. Cette 3e et dernière saison débute aujourd'hui. 4 autres webinaires suivront ce printemps, chacun traitant d'une thématique en lien avec la réduction de l'usage des produits phytosanitaires, et fait témoigner pendant 1 h 15 2 ou 3 projets défis XP de différentes filières, et chacun présentant en 15 minutes une partie des travaux ou des résultats acquis dans les expérimentations de ces projets. Après chacune des interventions, il y aura un temps de questions-réponses de 5 minutes via le chat qui est proposé dans cet outil. Si les questions n'ont pas pu être toutes traitées, elles le seront par les intervenants dans le chat ou éventuellement après le webinaire. Alors pour interagir avec les intervenants ou avec nous, vous avez un bouton discussion en bas de votre écran, plutôt pour des questions techniques, d'ordre technique, et puis le petit bouton questions-réponses qu'il faut utiliser pour poser vos questions dans le chat. Donc merci de respecter ces consignes-là. Alors avant de laisser la parole aux intervenants d'aujourd'hui, quelques informations ou rappels sur le réseau Défi XP. Donc c'est un réseau de projets d'expérimentation 41 au total, qui sont financés dans le cadre du plan Ecophyto, qui ont démarré en 2018 ou en 2019 et qui se termineront à la fin de l'année ou à la fin de l'année prochaine, chacun testant de manière ambitieuse la réduction de l'usage des produits phytosanitaires à l'aide de la combinaison de différents leviers alternatifs et une approche agroécologique qui vise à favoriser les régulations naturelles des bioagresseurs pour n'utiliser les pesticides qu'en ultime recours. Alors, au total, ce sont 197 sites expérimentaux et 260 systèmes de culture qui sont testés dans ce réseau, qui est le petit frère du réseau Défi Ferme, qui comprend 2000 exploitations agricoles qui testent volontairement la réduction de l'usage des phytosanitaires dans leur système. Alors, pour plus d'informations sur ces projets, vous avez donc le lien qui vous permet de consulter sur le portail Ecophytopic les informations liées à ces différents projets, les sites expérimentaux, les systèmes qui sont testés, en sachant que les informations présentes sur ce site sont vraiment alimentées au fur et à mesure de l'avancée des projets. Le webinaire d'aujourd'hui s'intéresse à la gestion des adventices en réduisant l'usage des herbicides, en essayant de conserver des productions de qualité. C'est le 3e webinaire en fait qui est consacré à cette thématique importante pour le réseau. Et nous accueillons aujourd'hui 4 intervenants qui vont présenter des travaux de 3 projets Défi XP. Donc Jeanne Pourrias de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne pour le projet Sinophyte en grande culture, Corentin Château d'Invegno et Franck Vial du Siléban pour le projet Alter Carotte, donc dans la filière culture légumière, et Ambrogio Costanzo de l'ITAB pour le projet Madinabé en grande culture. Donc, je les remercie d'avance pour leurs interventions et je vais leur passer la parole. Alors, le premier projet d'aujourd'hui, c'est le projet Sinophyte, donc qui est un projet en grande culture qui se déroule sur un seul site expérimental et qui vise à tester la réduction de l'usage des produits phytosanitaires avec 3 systèmes testés sur ce site, un en agriculture biologique, un système agroécologique où le recours des produits phytosanitaires est limité à 25% de l'IFT régional, et un système référence 2025 où la limite est fixée à 50% de l'IFT régional. Donc la présentation va se focaliser sur la réduction de l'usage des adventices, et je cède la parole et le partage d'écran à Jeanne. Okay, merci Émeric. C'est bon là pour le partage d'écran? C'est parfait. Ouais, ok. Donc oui, je suis Jeanne Pourrias, je vais vous présenter une vue un peu synthétique du dispositif du projet Sinophyte et des premiers résultats. Et c'est une présentation qu'on a préparée conjointement avec mes collègues Patrice Cotinet et Aurélien Dupont, qui sont les deux pilotes des pilotes des 3 systèmes que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais suivre une trame de présentation assez classique. Je vais vous rappeler un petit peu les objectifs et le cadre du projet, vous présenter succinctement les 3 systèmes qu'on expérimente sur la station Kerguéhennec dans le Morbihan, et puis je zoomerai en fait sur la stratégie de gestion des adventices dans un des 3 systèmes de Sinophyte, qui est le système qu'on appelle agroécologique. Et je rebasculerai dans une dernière partie
sur une vue un peu comparée des 3 systèmes pour vous présenter leurs performances technico-économiques. Donc le projet Sinofit, il a pour objectif de concevoir, d'expérimenter et d'évaluer les performances de 3 systèmes de culture très économes en produits phyto. C'est un projet qui a démarré en 2018, qui est donc porté par la Chambre d'agriculture de Bretagne. Et on a commencé en 2018 avec une phase de conception avec un groupe un peu large qui associait des acteurs d'horizons assez différents, des conseillers de la Chambre d'agriculture bien sûr, mais aussi des chercheurs de l'INRA, des personnes des instituts techniques, des agriculteurs et puis des représentants des filières avec les coopératives. Et donc c'est un atelier de conception initial qui était assez large et qui a permis déjà de construire les rotations que je vais vous présenter après. Et ensuite on a travaillé pendant 2 ans avec un groupe de travail un petit peu plus restreint pour affiner les itinéraires techniques et construire les règles de décision associées au système. Donc là, les systèmes sont testés depuis 2019. On est dans la 5e saison culturale. Et comme vous le voyez là, sur la photo du milieu, toutes les cultures sont présentes chaque année donc sur la station Kerguelen. Donc le cahier des charges qu'on avait donné aux participants aux ateliers de co-conception initiaux, c'était de construire des systèmes en grande culture qui soient représentatifs, soit d'exploitation spécialisée en culture, soit d'exploitation avec un atelier monogastrique, ce qui impliquait de ne pas avoir de culture fourragère ou de prairies dans les rotations et d'avoir un choix de culture qui soit cohérent avec les besoins de l'atelier animal. Une autre contrainte importante qu'on s'est donnée au moment de la conception de Sinofit, des systèmes de Sinofit, c'est qu'on s'est mis un IFT plafonné. C'est bien un IFT plafond de -50, -75 et -100% de réduction par rapport à un IFT de référence qui a été construit sur la base d'une enquête pratique sur les cultures en 2014, sur la base de la rotation maïs-blé. Et donc, c'était bien un IFT plafond qu'on ne peut pas dépasser sur l'ensemble de la rotation et par poste. Donc, cette réduction s'applique sur le poste herbicide, sur le poste fongicide et sur le poste traitement de semences, sachant que dès le départ en fait de Sinofit, on a choisi d'exclure les insecticides, le glyphosate et les régulateurs de croissance de nos itinéraires techniques. Donc si je vous présente un petit peu brièvement là les 3 systèmes de Sinofit, on a un système de référence 2025 qui a été construit sans faire évoluer la rotation en fait en s'appuyant uniquement sur des leviers de substitution et d'efficience. L'objectif de ce système, c'est vraiment d'optimiser l'efficience des traitements phyto et de les substituer par d'autres leviers quand c'est possible, pour réduire l'IFT, mais sans toucher à la rotation. On reste sur une rotation maïs-blé, qui est assez classique en Bretagne, avec un couvert d'interculture. Donc pour nous, c'est le système de référence dans Sinofit, c'est un système de référence de demain, entre guillemets, puisqu'on applique déjà une réduction de 50% de l'IFT par rapport à la référence régionale. Ensuite, on a 2 systèmes qui, eux, ont été conçus en touchant à la rotation, en allongeant, en diversifiant la rotation. Le premier, c'est le système qu'on appelle système agroécologique, qui est basé sur une rotation de 7 ans, donc avec un colza en tête de rotation, un blé et un maïs, une févrole, de nouveau un blé et un maïs et une association triticale pois. C'est un système qui a été conçu pour limiter très fortement le recours aux produits phyto, parce qu'on est sur une réduction de 75% de l'IFT, avec l'objectif de ne pas dégrader l'état de salissement des parcelles. Le 3e système de Sinofit, c'est le système en agriculture bio, qui est basé lui sur une rotation de 5 ans, avec une févrole, une avoine qui est destinée à l'alimentation humaine, donc pour la floconnerie, un maïs grain, une association triticale pois, un sarrasin et une févrole. Donc là, ce système-là, il est un petit peu distinct des 2 autres dans la mesure où il a une stratégie de ferti un peu distincte des 2 autres systèmes en conventionnel, puisqu'il n'y a que le maïs qui est fertilisé dans cette rotation-là. Donc un apport de matière organique tous les 5 ans pour être représentatif de la rareté de la ressource en agriculture biologique. Donc voilà pour les 3 systèmes. Puis si on fait un petit récap, là le tableau vous fait un petit récapitulatif des types de leviers qui ont été mobilisés dans les différents systèmes. Donc on a des leviers de substitution qui sont mobilisés dans nos 3 systèmes de culture, comme le désherbage mécanique, qui va de pair avec une adaptation des dates et des densités de semis sur les cultures de printemps comme sur les cultures d'hiver. On a le système agroécologique qui a été conçu en fait un peu comme un compromis, un système de compromis entre le système de référence et le système bio, dans la mesure où on garde dans ce système-là un recours possible aux produits phyto, mais on va aller emprunter des leviers qui sont utilisés dans le système bio, comme par exemple les faux semis en amont du maïs. Dans le système agroécologique, on trouve aussi l'utilisation de plants de compagne, notamment avec le colza pour couvrir le sol, et des couverts d'interculture, y compris dans les intercultures courtes.
Et après, on mobilise aussi des leviers qui relèvent un peu plus de l'efficience, hein, par exemple avec le désherbage localisé sur le rang en maïs dans le système de référence ou un désherbage par tâche localisé sur les vivaces dans les deux systèmes conventionnels, en référence agroécologique. Donc voilà une petite vue un peu synthétique et très rapide de nos trois systèmes. Maintenant, je vais zoomer un petit peu sur la stratégie de gestion des adventices dans le système agroécologique. Donc, on a trois cultures dans ce système qui sont conduites sans herbicide. Le colza, qui est associé à du sarrasin et du trèfle d'Alexandrie. Donc là, la gestion des adventices pour cette culture, elle repose uniquement sur la couverture du sol par les plantes compagnes. Et ensuite, on a une févrole de printemps et une association triticale pois dans la rotation qui sont conduites comme dans le système bio, avec un labour en préparation du sol et puis des hersages en début de cycle. Les blés dans le système agroécologique sont jamais labourés. En fait, le sol va être travaillé de manière plus ou moins superficielle suivant qu'on a ou pas des vivaces sur la parcelle. Et puis après, on est sur une stratégie de désherbage mixte qui va associer un herbicide en sortie d'hiver et du désherbage mécanique avec à 2 passages de herse en sortie hiver qui encadre le passage d'herbicide. Pour ce qui est des maïs, donc là, le travail du sol va dépendre un petit peu aussi de la pression en vivace. Il va être labouré ou non suivant l'état de la parcelle. Par contre, la particularité du système agroécologique, notamment par rapport au système de référence, c'est que le travail du sol va être réalisé très tôt au printemps pour se laisser le temps de faire 2 à 3 faux semis en amont du semis du maïs. Le maïs est aussi semé un petit peu plus tardivement dans ce système-là que dans le système de référence pour chercher une levée rapide. Et puis, il reçoit après 2 à 3 passages de herse et 1 à 2 passages de bineuse dans l'interrang. Et à l'échelle de la rotation, c'est dans le maïs qu'on intervient sur les vivaces. Donc là, avec des passages en localisé par tâche qui vont concerner, suivant les années et suivant les parcelles, 5 à 40% de la surface de la parcelle. Et puis ensuite, nos couverts, on cherche à les implanter le plus tôt possible après la moisson du précédent. Mais là encore, on a une règle de décision qui se base sur la pression en vivace. Et si la pression vivace le justifie, on décale en fait le semis du couvert pour se laisser le temps d'intervenir avec un outil ad hoc. Donc voilà un petit peu la stratégie sur le adventice sur le système agroécologique. Je vais parler maintenant un petit peu des performances agronomiques et ensuite économiques et de temps de travail de nos trois systèmes. Donc les 3 tableaux qui sont là, ils résument les performances agro des 3 systèmes de culture de Sanofi. Pour chaque système, en fait, ce tableau, il reprend déjà les objectifs de rendement et les rendements obtenus au cours des 4 années. Je ne sais pas si j'ai un pointeur, là, ça pourrait être utile. Pointeur laser, je ne sais pas si vous le voyez. Top. Donc, il reprend les objectifs de rendement pour chaque système et les rendements obtenus sur les 4 années du projet. Les IFT, ça c'est vraiment pour information, parce qu'en fait, les 2 lignes IFT herbicide et IFT fongicide, je vous ai dit, c'est des IFT plafonds qu'on utilise dans Sinophyte. Donc, si la ligne n'était pas tout en vert, c'est qu'on aurait mal fait notre boulot. Donc, voilà, c'est à titre d'information. Et puis, 2 lignes sur le niveau de satisfaction par rapport à la maîtrise des adventices annuels et vivaces. Donc, on va commencer par parcourir rapidement les rendements obtenus. Donc, le code couleur vert, l'objectif de rendement est atteint, rouge, il n'est pas atteint. Donc, dans le système de référence, on atteint les objectifs de rendement 1 an sur 2 en blé, 3 ans sur 4 en maïs. Dans le système agroécologique, on atteint les objectifs de rendement 3 ans sur 4 en blé et en maïs, tous les ans pour le colza, 1 an sur 2 pour le triticale pois et 1 an sur 4 seulement pour la févrole. Dans le système en agriculture bio, les objectifs de rendement sont atteints 3 ans sur 4 en avoine, en févrole et en maïs, 1 an sur 4 en sarrasin et en triticale pois. Donc là, les écarts aux objectifs de rendement, ils ont différentes causes sans rentrer trop dans le détail. On a 2020 qui était une année qui était particulièrement défavorable aux cultures d'hiver. On a eu des conditions de semis compliquées à l'automne qui ont entraîné des pertes de rendement sur toutes les cultures d'hiver, sur toutes les céréales d'hiver partout en Bretagne. Donc ça explique voilà les cases rouges en face des blés en 2020. Et si on regarde un peu plus précisément, si on compare les 2 systèmes conventionnels, on va voir que les blés du système agroécologique s'en sortent toujours un peu mieux. Ils ont globalement des rendements un peu meilleurs que dans le système de référence. Tout simplement, en grande partie, ça s'explique parce qu'ils ont un précédent un peu plus favorable. Du coup, on a des précédents colza et févrole dans le système agroécologique, un précédent maïs dans le système de référence.
La févrole, dans le système agroécologique, la ligne qui est en grande partie rouge, là, elle a donné des résultats assez décevants. Alors, les 2 premières années du projet, on était en févrole d'hiver. Comme on n'arrivait pas bien à la désherber mécaniquement en sortie d'hiver, en fait, on a basculé sur une févrole de printemps et on a atteint finalement notre objectif de rendement uniquement en 2022 sur la févrole. Sur le système bio, donc tableau tout en bas, là on a enregistré plusieurs accidents de culture où soit la culture a dû être broyée, soit elle a donné des résultats très décevants. Donc c'est principalement sur le sarrasin en 2019 et en 2022. 2019, on a un sarrasin qui a germé sur pied et en 2022, donc cette année, il y a une floraison en plusieurs temps et un salissement important de la parcelle qui font qu'on a un rendement quasi nul sur le sarrasin cette année. Et 2020, on a un accident aussi sur la févrole, une culture qui a dû être broyée parce que était très malade et on avait un salissement trop important de la parcelle, donc elle n'a pas été récoltée cette année. Voilà un petit topo un peu des rendements sur nos 3 systèmes. Si on regarde maintenant les lignes les 2 lignes là sur la maîtrise des adventices, donc le code couleur, ça va du vert au rouge, du plus satisfaisant ou pas satisfaisant du tout. Donc, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que la maîtrise des adventices annuels, elle est assez satisfaisante. Voilà, au bout de 4 ans de projet, on se dit qu'elle est plutôt satisfaisante sur les trois systèmes, en tout cas sur les 2 systèmes conventionnels. Après, sur les adventices vivaces, c'est un peu plus compliqué, et notamment dans le système bio. Là, il y a des éléments d'explication. On est sur une parcelle qui est conduite en culture assolée en bio depuis 10 ans, sans prairie dans la rotation, donc avec une problématique vivace qui s'est aggravée au fil des ans, notamment sur le chardon et l'avoine à Chapelet. Et ça nous a conduit d'ailleurs à basculer la moitié du dispositif en luzerne l'année dernière. Voilà. J'avance sur les performances économiques de nos systèmes. Donc là, juste un petit tableau récap de la marge directe moyenne. Donc on utilise Cister pour calculer nos indicateurs de marge et de temps de travail. Donc là, on a un petit tableau récap de la marge moyenne en euros hectares depuis 2019. On est sur une marge de 1091 euros de l'hectare sur le système de référence, 1033 pour le système agroécologique et 969 euros de l'hectare en agriculture bio. Donc si on regarde un petit peu le détail de comment se construit cette marge, donc là vous avez un graphique qui vous montre comment est construite la marge. Donc la marge, c'est le petit point jaune sur mon graphique. Et puis les barres vous montrent comment cette marge directe est construite. Donc c'est le chiffre d'affaires plus les aides en bleu foncé et en bleu clair, moins les charges d'intrants et les charges de méca en vert foncé et vert clair. Voilà. Donc globalement, si on regarde déjà les différents postes, on voit que les charges d'intrants sont un petit peu plus élevées dans le système de référence par rapport aux 2 autres systèmes. Et on a des charges de méca qui sont par contre plus faibles dans le système bio par rapport aux 2 systèmes conventionnels. Ça s'explique notamment par la fréquence d'épandage, parce qu'on a, je vous disais, donc le système bio n'est fertilisé qu'1 an sur 5. On a un épandage de fientes de volaille 1 an sur 5, tandis que le système agroécologique est fertilisé 5 ans sur 7 avec du lisier. Et tous les ans, le système de référence toutes les cultures reçoivent du lisier, donc chaque année. Donc si on regarde maintenant année par année, on va s'intéresser un petit peu à la façon dont la marge évolue d'année en année sur nos 3 systèmes. Donc en 2019, on était sur une année assez moyenne, où on a atteint nos objectifs de rendement en blé et en maïs. On a des rendements relativement corrects sur les autres cultures dans le système agroécologique. On a une marge un petit peu plus faible par contre dans le système bio cette année-là, parce que, donc je vous disais tout à l'heure, là, on a une culture broyée, donc qui était le sarrasin, et l'avoine de fauconnerie n'a pas pu être valorisée en alimentation humaine cette année-là, elle est partie en alimentation animale. 2020, là, on chute un peu sur les 2 systèmes conventionnels. Ça, c'est le reflet de l'année agronomique, qui était mauvaise pour les cultures d'hiver, avec notamment des mauvais rendements en blé qui occupent la moitié de la sole dans le système moins 50, et de culture sur 7 quand même dans le système moins 75. Donc voilà, ça explique pourquoi la marge chute un peu entre 2019 et 2020. Dans le système bio, par contre, on est sur une légère augmentation de la marge, même si on reste sur une marge relativement faible, parce que la févrole avait été broyée cette année-là. 2021, là, la marge du système de référence augmente fortement cette année-là. On fait des bons rendements en maïs et en blé. Dans le système agroécologique, la marge ne revient pas tout à fait au niveau de 2019, mais on en est très proche, malgré des très bons rendements en maïs, mais la marge est pénalisée par les mauvais rendements en févrole et en triticale. Là, en 2021, dans le système bio, toutes les cultures sont récoltées et l'avoine est valorisée en alimentation humaine. Donc, ça explique pourquoi la marge progresse très fortement.
Et cette année, du coup, 2022, là, on trouve en fait l'impact de la sécheresse sur les rendements des blés et des maïs, qui a un peu moins impacté le système agroécologique parce que les blés du système agroécologique cette année-là avaient été semés un peu plus tôt que dans le système de référence et on pense que ça a joué sur l'échaudage du blé. Et par ailleurs, le blé du système de référence avait été labouré cette année-là et pas celui du système agroécologique. Et on pense que ça a aussi joué sur l'assèchement du sol en été. Voilà. Et pour le système bio, on a donc le sarrasin là qui a fait un rendement assez décevant cette année, donc qui explique que la marge redescend quasiment au niveau de 2019. Donc si on fait un petit bilan là sur les 4 ans, on voit que le système de référence, il est la marge est légèrement plus élevée, mais il est plus sensible aux accidents de culture. Le système agroécologique est plus stable, sa marge est un peu impactée par les mauvais rendements de la févrole et dans une moindre mesure du triticale-pois. Et dans le système bio, les prix de vente compensent des rendements qui sont un peu plus faibles, mais par contre la marge est très tributaire de la possibilité de valoriser l'avoine en alimentation humaine. Donc voilà pour la partie économique. Sur le temps de travail maintenant, donc le même tableau récap que tout à l'heure, mais cette fois-ci avec la charge de travail moyenne sur les 4 ans du projet en heures hectares. Donc on a un temps de travail qui est assez proche dans les systèmes agroécologiques et agriculture bio. Par contre, on a une charge de travail un peu supérieure dans le système de référence, de l'ordre d'une heure par hectare en plus. Alors, si on regarde un petit peu le détail de d'où ça peut venir, donc on a une répartition, là, le graphique qui est là vous présente une répartition du temps de travail au champ et par poste. Donc là, sur 100 hectares, on simule les résultats on extrapole en fait les résultats de notre dispositif sur une ferme fictive de 100 hectares. Donc on voit que le temps de travail, le travail du sol en fait, en bleu foncé est le poste le plus consommateur en temps. Et entre les systèmes, la différenciation se fait principalement sur la fréquence de labour. Voilà. Par exemple, dans le système de référence, on a une fréquence de labour un peu supérieure au système agroécologique, ce qui explique le poids un peu plus important du travail du sol. Ensuite, on a un temps qui est consacré au semis, qui va être dépendant directement de la fréquence découverte dans la rotation, donc un petit peu plus élevé dans les systèmes bio et agroécologiques. En vert clair, c'est le temps consacré à la fertilisation. Donc là, on retrouve, voilà, dans le système bio, on fertilise 1 an sur 5, donc c'est l'épaisseur du trait. 5 ans sur 7 dans le système agroécologique, c'est un petit peu plus conséquent. Et puis, tous les ans dans le système de référence, ça représente un temps de travail encore un peu plus important. Et pour ce qui est du désherbage mécanique, là, qui apparaît en vert foncé, c'est principalement le binage dans nos systèmes qui est le poste le plus consommateur en temps et donc qui va venir impacter le temps de travail. Bon, voilà un petit peu, je sais pas où j'en suis de mon temps, mais je peux pas être trop de la fin. Oui. Ouais, j'arrête. Voilà pour un petit aperçu rapide. Voilà, c'était un peu expéditif. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter. Et vous pouvez aussi noter la date du colloque de clôture du projet Sinofit, le 28 novembre 2023 à Rennes. Voilà. Merci beaucoup, Jeanne. Merci. C'était très clair et très intéressant. Alors, donc, il y a plusieurs questions dans le chat, du coup. Alors, il y a plusieurs questions autour de la flore. Du coup, quelle était la flore présente au début du projet sur la parcelle, hormis les vivaces? Et en lien avec ça, quelle est l'échelle que vous utilisez pour évaluer la satisfaction pour la maîtrise des adventices? Et y a-t-il des seuils précis? Alors, sur la maîtrise des adventices, en fait, on se fait un petit bilan annuel, mais non, il n'y a pas. On a un suivi adventiste dans Sinofit qui est assez précis pour le coup. On suit les densités, les biomasses à 2 dates dans l'année. Mais en plus de ça, en plus de ces éléments quantitatifs, on va dire, on avait envie de noter aussi notre satisfaction et c'est ces éléments-là que j'ai repris parce que finalement c'est hyper synthétique et facile à présenter beaucoup plus que des graphiques de biomasse et de densité que j'aurais pas eu le temps d'aborder aujourd'hui. Mais c'est vraiment des éléments complémentaires. Voilà, mais là pour le coup c'est plutôt une notation un peu subjective des pilotes des systèmes et des techniciens de la station. Voilà, 1 fois par an, on se fait un petit récap de la saison et on débriefe en fait sur nos satisfactions par rapport à la gestion des adventices. Et pour ce qui est de la flore sur les parcelles, c'est 2 îlots distincts en fait entre la parcelle bio et la parcelle conventionnelle. Mais sur la parcelle conventionnelle, on retrouve plutôt des problématiques véroniques et pensées. Moi, j'avais noté ça dans les adventices communes au départ du projet. On a aussi vu du gaillet ces dernières années qui ont pu nous conduire à intervenir un peu spécifiquement sur cette année-là. D'accord. Ouais. Okay. Merci. Deux autres questions sur. Une personne qui demande est-ce que vous utilisez toujours la même provenance des semences dans les systèmes?
Et est-ce que ce sont les mêmes variétés qui sont testées dans les 3 systèmes? Ouais, alors je l'ai pas précisé, c'est vrai, mais sur bon, ça relevait un petit peu moins de la partie gestion des adventices, mais sur toutes nos céréales, on est en mélange variétal, un mélange de 4 variétés sur les blés, 3 variétés en triticale. Et on a une règle de décision, enfin voilà, on s'est rédigé des règles de décision assez précises sur le choix des variétés, notamment sur les tolérances et les résistances aux maladies complémentaires. Mais par contre, c'est pas forcément les mêmes variétés d'année en année. On évolue, enfin, le mélange variétal évolue avec le catalogue, quoi. Par contre, au départ, on voulait s'interdire les traitements de semences dans Sinophyte. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était hyper compliqué on voulait pas non plus utiliser que des semences, que des variétés bio, en fait, dans les systèmes conventionnels. On voulait pouvoir utiliser des variétés des catalogues conventionnels. Et c'était hyper compliqué de sortir des lots non traités de semences conventionnelles. Donc maintenant, on fait moitié-moitié, en gros, sur nos mélanges dans les 2 systèmes conventionnels en blé. On a 2 variétés qui sont disponibles à la fois en bio et en conventionnel, donc non traités, et 2 variétés des catalogues conventionnels traités classiquement, parce qu'on fait un demi-DFT en traitement de semences sur les 2. D'accord. Ok, merci. Du coup, après, une question sur ta présentation des résultats économiques. Alors, deux questions. Une qui demande comment estimez-vous le chiffre d'affaires pour les cultures fourragères? Et puis, l'autre question qui concerne le système de référence qui n'est pas représentatif des systèmes pratiqués sur le terrain. Je te lis la question, hein. Comment estimez-vous les performances des systèmes testés par rapport à ce qui est pratiqué par les agriculteurs? Alors, première question, c'était sur le chiffre d'affaires. Les cultures fourragères, pour les cultures fourragères en particulier, ouais. On prend les prix de vente. Enfin, nous, on récolte que en grains. Enfin, je sais pas si la question pose peut-être sur l'association Triticale, c'est récolte en grains à chaque fois. On se base sur les prix de vente à 10 ans, en fait. Effectivement, je l'ai pas redit, mais sur les graphiques que je présentais, c'est des prix constants. C'est un prix constant d'année en année, hein. Ça reflète pas l'année économique, là, les graphiques que je vous ai présentés. Et on utilise les prix de vente à 10 ans sur les relevés. En lien avec le débouché, du coup, alimentation animale pour ça. Oui, voilà. Oui, en lien, voilà, suivant Débouché, quoi. la filière de valorisation, ouais. Et la question. Oui, la question par rapport au système de référence, Ouais, oui. si tu le juges représentatif des systèmes pratiqués sur le terrain. Non, effectivement, on a tout un travail à faire pour voir comment se situent les itinéraires techniques qu'on a construits dans Sinophyte par rapport aux pratiques des agriculteurs. Alors, on a plusieurs façons de le faire. Par exemple, sur tous nos itinéraires désherbage mécanique, on travaille là avec les collègues qui suivent le réseau des mécas là qu'on a mis nous pour la Chambre d'agriculture de Bretagne sur le désherbage mécanique, où ils compilent plein de données sur le nombre de passages, beaucoup d'impassages, etc. Et regarder si nous, finalement, les itinéraires qu'on propose, à quel point on sait qu'on est au-dessus. Déjà parce qu'on est dans un système sans prairie, donc voilà. Mais ça nous permet de nous situer en fait par rapport aux pratiques moyennes des agriculteurs qui pratiquent du désherbage mécanique en Bretagne. Après, on a aussi reconstruit, pour tout ce qui est pratique phyto, on a reconstruit un système moyen à partir de la base des ventes en Bretagne pour essayer de situer là encore comment notre système de référence se situe là par rapport à la moyenne des pratiques des agriculteurs bretons. Donc on a différentes façons de faire. On a été aussi un petit peu exploré à grossiste, hein, mais c'est compliqué de trouver des systèmes qui se rapprochent suffisamment des nôtres. Enfin, et puis on est dans un contexte pédoclimatique particulier. Voilà. Il y a forcément des choix à faire aussi sur le traitement des données en termes de parc matériel, en termes de plein de choses. Donc pour voilà, comparé à des moyennes de marge ou autres, c'est pas forcément, enfin, pour aller un petit peu plus dans le détail, il y a différentes façons de le faire, mais j'ai pas eu le temps évidemment de l'aborder ici. Ça fera partie des choses qui seront diffusées là en 2023 dans la phase de restitution et de diffusion des résultats de Sinophyte. D'accord. Une toute dernière question. À ton avis, qu'est-ce que cela donnerait en cas de gestion de régras résistants? Y a-t-il moyen de réduire d'autant, de 50 ou de 75%? Si tu en as parlé, enfin, vous rencontrez pas de situation peut-être. Ah non, on n'observe pas pour l'instant sur la station. Après, on a quand même du labour, hein, en rotation. Enfin, le régras résistant, c'est aussi une problématique de non-labour. Même si on cherche à réduire la fréquence de labour dans le système agroécologique, on a quand même 3 cultures sur 7 qui sont labourées. Donc, bon, pas plus de réponse que ça. Pour l'instant, je ne sais pas. Sinophyte régras résistant. Bon, ça fera partie des. Bon, j'ai pas de réponse plus précise. Bon, écoute, merci beaucoup. Tu as d'autres questions qui vont sans doute arriver dans le chat. Il y en a déjà une. Je te remercie, Jeanne.
voilà, je te propose d'arrêter le partage de ton écran. On va passer au deuxième projet, AlterCarotte, donc qui est un dispositif mis en place sur 4 sites expérimentaux. Donc là, on était en Bretagne et là, on va être sur la Nouvelle-Aquitaine et la Normandie, avec 5 systèmes de culture qui sont testés dans ces principales régions de production de carottes. Avec des objectifs de réduction de l'IFT autour de 60% à l'échelle de la rotation ou sur la culture de carottes. Et donc là, la présentation par Corentin et Franck va se focaliser également sur la gestion des adventices. Et Corentin, tu peux partager ton écran et je te passe la parole. Merci. Vous voyez bien l'écran? C'est parfait. Ok. Donc du coup, je vais vous présenter avec Franck, qui est du Céléban, et moi de Invenio, on va vous présenter la gestion des adventices dans le projet AlterCarotte, qui est un projet qui a commencé en 2019, donc qui va se poursuivre jusqu'en 2024. Le porteur du projet, c'est l'association Carottes de France, et donc on a plusieurs partenaires, dont l'INRAE, Invenio, Céléban et Unilet. Donc voilà, je vais vous présenter déjà rapidement un petit peu le projet et les objectifs du projet, ensuite un peu les règles de décision, et Franck passera sur le point zéro, les divers leviers mobilisés avant qu'on nous présente tous les deux les résultats sur le système de culture de référence. Donc le projet AlterCarotte, il se situe dans 2 régions. Donc la première, c'est la région de Normandie avec 2 systèmes de culture, donc que vous voyez appelés Eco 1, qui donne la priorité à la gestion des adventices, et Eco 2 qui donne la priorité à la gestion des bioagresseurs telluriques. Ces systèmes sont répétés dans le temps au niveau Normandie, et du coup la comparaison se fait à des systèmes, on va dire de référence, à dire d'experts. Au niveau Nouvelle-Aquitaine, on a 3 systèmes de culture. Voilà, on n'a pas de répétition de ces systèmes dans le temps, et la référence qui est prise au niveau de ces systèmes-là, c'est la référence producteur, puisque ces systèmes de culture se situent en parcelle de production. Donc 2 objectifs pour le projet. Donc comme on vous l'a déjà dit, c'est de réduire 60% d'IFT sur l'ensemble de la rotation et sur la culture de carottes en particulier. Et le deuxième, c'est d'utiliser les substances actives de synthèse en ultime recours, et on anticipe aussi l'évolution réglementaire à court et moyen terme. Donc pour ce faire, on a classé les substances actives en 3 couleurs, verte, jaune et rouge. Les vertes, ce sont les substances pour lesquelles il n'y a pas de problème de réévaluation d'ici la fin du projet et même à plus ou moins court terme. Les jaunes sont les molécules classées substituables pour lesquelles à moyen terme, donc il va y avoir des réévaluations. Et les molécules rouges sont celles que l'on s'interdit d'utiliser sur les systèmes de culture, puisque réévaluées à moyen terme et à court terme, pardon. Et donc, d'ici la fin du projet, elles ne seront plus disponibles, et donc nos règles de décision n'auront plus lieu d'être si on travaillait avec ces matières actives rouges. Au niveau de la conception des systèmes de culture, ça s'est fait en 2 temps. On a commencé par un atelier de co-conception au niveau national, centré sur la culture de carottes. Le but étant d'identifier les bioagresseurs prioritaires, classer les matières actives, comme je vous ai présenté juste avant, et d'identifier les différents leviers, avec différents participants, donc les partenaires du projet, un animateur et des experts de la culture. Cet atelier national, il a été transféré en ateliers régionaux de co-conception qui là se sont effectués par culture, donc avec pour même objectif, on identifie les bioagresseurs, on classe les matières actives, on identifie les leviers, mais ça a également permis de définir donc les objectifs des systèmes de culture, et les différentes contraintes qu'on s'impose sur nos systèmes de culture dans le but, tout ça, de formaliser nos règles de décision. Et aux participants se sont ajoutés donc les producteurs et les techniciens des différents bassins. Donc pour les objectifs, je vous présente donc les objectifs sur le système Eco 1 donc de Normandie et Eco 3 de Nouvelle-Aquitaine. Donc l'objectif de baisse d'IFT de 60% sur la rotation et sur la culture de carottes sont communs. On a des objectifs de rendement qui sont propres à chaque région. Donc des rendements de 45 tonnes par hectare de carottes commercialisables en Normandie. En Nouvelle-Aquitaine, c'est plutôt un maintien de rendement. Donc on va être à minimum 85% du rendement de référence du producteur. En Normandie, on rajoute une limite du désherbage manuel, donc 550 heures par hectare maximum de sarclage manuel. En Nouvelle-Aquitaine, on est plutôt sur un objectif économique, donc on doit maintenir minimum 90% de la marge brute de référence par rapport au producteur. Et enfin, dans les 2 cas, on respecte le cahier des charges. Les contraintes associées, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est on s'interdit d'utiliser les molécules classées rouges. Sur le système Eco 1 de Normandie, on n'a pas le droit d'utiliser les molécules classées jaunes, on les limite sur Eco 3. Pas d'investissement de matériel dans le cadre d'Eco 1.
On respecte les règles actuelles du marché, donc là, c'est toutes les règles de tri à l'usine. Et enfin, dans les rotations, donc Eco 1, on doit maintenir la part de légumes classique du bassin normand. Et par contre, pour Eco 3, donc en Nouvelle-Aquitaine, on ne peut pas changer la rotation. Donc, ces objectifs contraintes nous ont permis de définir, pour nos règles de décision, nos attentes du pilote. Donc, je vais vous présenter l'exemple de la règle de décision désherbage carotte du système Eco 1 normand. Donc, les attentes du pilote, c'est pas de gêne technique, donc soit au développement de la culture et à la récolte, pas d'introduction, donc toucher datura, pas de grenaison quand il s'agit de morels et matricaires. Et pour les autres adventices, donc des seuils de grenaison ont été émis, donc 3 par mètre carré, vous voyez, pour Phénopode par exemple, et grenaison, donc inférieur à 10 par mètre carré pour du pâturin. Ça nous permettra ensuite, au fil des comptages, en fait, d'estimer si on atteint les attentes du pilote ou pas. Et il y a également un temps de sarclage manuel qui doit être inférieur à 150 heures hectares pour le système normand. Donc, vous voyez que ça fait une grosse règle de décision en désherbage carotte. Et je ne vais pas tout vous présenter, mais on va un peu rentrer dans le détail de ce que vous voyez juste au-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans nos règles de décision? Eh bien, on retrouve un stade, donc c'est le stade de la culture auquel on est pour faire nos observations, et ces observations qui vont déclencher des interventions. Donc, dans ce cadre-là, par exemple, on va se placer dans le stade qui est après semis, avant levé. On va réaliser des observations, par exemple, dès 4 jours après le semis. On regarde s'il y a des adventices sur la butte. S'il n'y a pas d'adventices, pas d'action. S'il y a des adventices, est-ce que les conditions permettent une intervention? Non, pas d'action. Oui, on déclenche une intervention et notre intervention, c'est celle qui est en jaune. C'est un passage de désherbeur thermique à partir de 4-5 jours après le semis. Donc, vous avez eu un petit exemple de comment fonctionnent un peu ces règles de décision et je vais maintenant passer la parole à Franck qui va vous présenter l'état initial des parcelles. Donc au niveau parcelle, on est tout d'abord sur 2 régions de production différentes, qui sont aussi les 2 régions majoritaires de production de la carotte en France. Donc la Nouvelle-Aquitaine, première région de production, et la Normandie, deuxième zone de production. On est du coup sur les parcelles de l'étude sur des parcelles à forte pression en adventice. Donc du côté aquitain, on va retrouver principalement 2 adventices, la Morel et le Datura, en termes de pression, et avec des exigences qui, vous l'avez vu juste avant, Corentin les a précisées aussi, sont assez fortes vis-à-vis de ces 2 adventices. Du côté de la Normandie, on est parti sur une parcelle de producteurs également, même s'il est situé sur notre station, on l'a récupéré en 2019, et qui était une parcelle qui était très très contaminée par les adventices, donc avec un spectre assez large. Les sols sont différents, ce qui nous permet d'avoir 2 milieux d'études quand même sympathiques et un peu opposés, avec des sols sableux du côté de l'Aquitaine et des sols plutôt de type limon argilo-sableux du côté normand. Et les rotations, du coup, se ressemblent sur certains aspects. Il faut intervenir toutes les 2 de la carotte. En Nouvelle-Aquitaine, on est plutôt sur des pratiques de double culture de carottes. En Normandie, on va plutôt être sur des pratiques de carottes de conservation, carottes d'hiver à cycle long. Au niveau normand, on va retrouver aussi des cultures légumières telles que le poireau, le chou, et une partie de cultures qui ne sont pas des cultures légumières, mais qui sont déjà intégrées dans nos rotations depuis pas mal de temps. Donc, du coup, qui sont des cultures céréalières pour la plupart. On va retrouver le blé, l'orge ou le maïs encore. Et du côté de l'Aquitaine, on va retrouver des cultures de maïs, du coup également, et des cultures de haricots verts. Je te remercie, tu peux passer à la suivante. La spécificité aussi du projet, c'est d'avoir proposé pour la gestion des adventices, et on a l'équivalent pour la gestion des bioagresseurs, un certain nombre de leviers. On ne va pas travailler ou se restreindre à quelques leviers, on a décidé d'ouvrir un ensemble de leviers mobilisables qui sont, alors on a essayé de les mettre en vert, plutôt liés au système de culture et système de production et pas directement applicables à la culture, ou qui sont en bleu directement applicables à une ou à des cultures spécifiques. Donc, pour prendre, je vais pas tous vous les présenter, il y en a 13, mais si on prend quelques exemples, par exemple, on a raisonné sur les apports organiques, les types d'amendements, pour éviter d'avoir des types d'amendements qui sont utilisés normalement dans nos systèmes, mais des types d'amendements qui peuvent être contaminants en termes d'adventices par rapport à ce qu'on pratiquait.
on va favoriser des amendements qui sont garantis entre guillemets sains, mais qui sont peut-être plus chers à intégrer, ou au maximum pour apporter pour les apports organiques, on va essayer d'utiliser des couverts d'interculture. Je peux prendre un autre exemple, peut-être, du côté de ce côté-là. On va effectivement aussi favoriser des fausses mie en période de rotation, donc entre nos cultures principales, quand c'est possible. Ou vice-versa, on peut aussi privilégier sur ces mêmes périodes des couverts d'interculture, parce que la période n'est pas favorable aux fausses mie, parce qu'on juge que c'est pas le plus intéressant, et ces couverts d'interculture vont être des couverts semés souvent à forte densité, pour un effet avec des plantes couvrantes rapidement, pour un effet étouffant, un effet mulch. Ça peut être aussi des plantes qui vont pouvoir se tondre facilement pour avoir effectivement cet entretien du couvert d'interculture. Côté culture, c'est peut-être un peu plus classique. Donc on va retrouver par exemple des choix de variétés couvrantes rapidement. On va retrouver de la fertilisation avec une possibilité. Nous, on est sur des plantes, vous l'avez vu, qui sont assez nitrophiles. Donc, essayer de ne pas nourrir les plantes nitrophiles au défaveur peut-être de la culture. La culture, elle a besoin d'être nourrie dans un premier temps, et là, on va essayer de mettre la nutrition quand la plante en a vraiment besoin. Donc, voilà quelques exemples pour sortir un petit peu des pratiques de traitement ou des traitements localisés qui sont aussi exposés dans cette diapositive. Tu peux passer à celle d'après, s'il te plaît. Du coup, les systèmes de culture sont aussi représentatifs en termes de culture légumière. Donc, vous avez là les deux exemples détaillés. Sur la Normandie, on a un système qui fait intervenir 3 cultures légumières. Je les ai décrites tout à l'heure: carottes, poireaux et choux. Et un tiers de cultures non légumières. Donc, c'est déjà une pratique habituelle de la zone qui a déjà travaillé depuis pas mal de temps à la diversification de ces systèmes de culture et de ces systèmes de production. On a de notre côté 3 répétitions dans le temps. Corentin l'a évoqué. Et ces 3 répétitions cette année font par exemple que j'ai moi sur la station du poireau, du chou-fleur et du maïs en même temps. Et du côté de la Nouvelle-Aquitaine, donc 3 cultures effectivement sont en rotation. Une double culture de carottes, du maïs semences et une double culture de haricots. On retrouve aussi dans cette rotation de l'orge pour une partie, et des couverts d'interculture. Donc l'orge est plus utilisé chez vous comme une interculture, et aussi les bancs aussi. Et donc quand c'est écrit IC, c'est bien des couverts d'interculture, et quand c'est écrit HV, c'est du haricot vert, pour décrypter aussi la diapositive. Je te remercie. On a aussi construit un certain nombre d'attentes d'un point de vue salissement, et Corentin en a présenté une petite partie en présentant les règles de décision. On a des objectifs généraux qu'on a définis au niveau national. Il faut pas que nos adventices aient un impact sur le rendement. Il faut pas qu'elles viennent gêner la récolte de nos cultures. C'était le b.a.-ba. On a 2 adventices sur lesquels on veut travailler spécifiquement: le soufflet que personne veut voir dans sa parcelle, le datura avec des problématiques différentes. Donc nous, en Normandie, on n'en a pas dans notre parcelle, on veut pas l'introduire, et Corentin, il veut pas de grenaison. Et du coup, après, on a détaillé un certain nombre d'adventices sur lesquels on ne veut effectivement pas de grenaison. Donc il y en a 3 dans le projet. Et sur lesquels on a fixé un seuil de grenaison, comme l'a illustré Corentin. Donc ça montre bien aussi l'importance qu'on donne au système de culture, c'est-à-dire que nous on raisonne le stock semencier aussi, en plus de la gêne sur la culture. Et donc vous avez des choses spécifiques de la Normandie et Nouvelle-Aquitaine, mais en termes de seuil de grenaison, il y a 10 plantes qui sont suivies sur l'ensemble du projet. Au niveau normand, on a effectivement aussi mis des contraintes par rapport à des choses qui ne se font pas. Donc, il n'y a pas de désherbage manuel de maïs et de blé. C'est pareil pour la pomme de terre en Aquitaine. Et on a fixé des seuils limites maximales de temps passé à l'hectare en termes de désherbage manuel sur des cultures légumières où il y a une pratique tolérée de désherbage manuel pour la Normandie. Et au niveau de l'Aquitaine, donc il y a effectivement des problèmes de contamination des lots commerciaux par des alcaloïdes qu'on ne veut pas voir arriver. Et donc certaines adventices qui sont présentées contiennent des alcaloïdes. Donc on a une vigilance par rapport au maïs doux et aux haricots. Je te remercie, Corentin.
Du coup, on va maintenant vous présenter les résultats et on va commencer par la Nouvelle-Aquitaine pour l'atteinte des attentes du pilote et le salissement. Donc, on va commencer par le haut du graphique avec nos 5 cultures en Nouvelle-Aquitaine, donc la double carotte, le maïs semence et les doubles haricots verts, où, suite à la présentation que vient de vous faire Franck des seuils de satisfaction, eh bien, on a pu noter grâce à des suivis en fait, d'adventistes réguliers notre satisfaction à la récolte. Donc, on voit que pour carottes primaires et saison, on est totalement satisfait. Pour l'haricot vert également, on n'avait pas de grenaison à la récolte de nos adventices. Pour le maïs semence, moyennement satisfait. Donc, on voit pour deux exemples, Digitaire et Paturin, on est moyennement satisfait et pas satisfait du tout pour le Paturin. On a explosé nos seuils de tolérance. Et pour l'haricot vert, on n'a pas de grenaison. Maintenant, on est moyennement satisfait à cause de la densité qui a gêné les opérations de récolte. Vous pouvez également voir sur ce graphique la courbe de suivi du salissement de la parcelle. Donc, en bleu, la référence producteur de Nouvelle-Aquitaine, en vert, le système Eco 3 Alter Carotte. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, l'enherbement est maîtrisé sur ce système Eco 3 et qu'à ce stade, les règles de décision permettent globalement de gérer les adventices. C'est un pendant, c'était pour illustrer qu'on fait la même chose des deux côtés. Nous, on voit une aggravation sur Écouen, un peu de la qualité d'enherbement, d'évolution de la flore, suite à une culture sensible, la carotte, là, qui est présente en numéro 3. Donc, ça montre effectivement l'intérêt de positionner correctement ces cultures dans la rotation. On voit que sur le chou-fleur, qui est un peu plus facile à désherber, on a effectivement une sortie notamment de morel, qui est liée à une contamination primaire dans la carotte. Le maïs et le blé sont là pour assainir notre rotation. Et du coup, on voit que ça se passe bien dans ce cas-là. Donc voilà, j'irai pas plus loin, ça te laisse le temps de présenter autre chose, Corentin. Je crois que c'est toi. Ah, c'est encore moi. Donc du côté IFT, globalement, nous, on a des contraintes sur les substances actives jaunes et rouges. Ça nous interdit pratiquement de désherber chimiquement sur des cultures, je pense à la carotte, au poireau, qui sont les plus compliquées en termes de désherbage. On réduit très facilement l'IFT herbicide quand on est dans ce cas-là. Donc, on est à 68% de réduction en moyenne. Et globalement, sur les systèmes de culture, on est pour le moment à 75% de réduction d'IFT. On a un peu de problème à défendre l'IFT semence sur certaines cultures. Au niveau Nouvelle-Aquitaine, niveau IFT herbicide, on est à moins 25% sur le système Eco 3. Donc, par rapport à notre système de référence et à la référence NA, donc c'est la référence régionale Nouvelle-Aquitaine. Donc, voilà. Et par contre, au niveau de nos objectifs totaux, on n'est pas à moins 60% actuellement de réduction, hein, on est à moins 40, et donc du coup, il reste quelques petits efforts à faire pour atteindre ces moins 60. Au niveau rendement, on a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. On a des cultures sur lesquelles, en termes de légumes, on s'en sort plutôt bien. Aujourd'hui, c'est le chou-fleur, la carotte sur les répétitions qu'on a faites. Aujourd'hui, on a eu un problème qui est plus lié à des années un peu compliquées en termes de culture hivernale par rapport aux maladies aériennes, par rapport aux poireaux. Ce poireau a un fort impact économique. Il est ultra majoritaire en termes d'économie dans notre rotation. Donc, ça aura un impact sur l'économie. Et on a, mais j'y reviendrai, un impact quand même de la gestion des adventices sur la main-d'œuvre. Et au niveau Nouvelle-Aquitaine, donc on a regardé les rendements cumulés sur la référence producteur et Eco 3, et il y a assez peu de différence de rendement, et on atteint bien nos objectifs de rendement de minimum 85% du rendement de référence. Et on n'a pas d'impact des bioagresseurs sur la qualité des rendements commercialisables. J'enchaîne avec le temps de travail. Au niveau Nouvelle-Aquitaine, on a regardé deux choses. Donc, le temps d'application des produits phyto, où là, globalement, Nouvelle-Aquitaine, c'est assez maîtrisé, puisqu'on est principalement sur de la substitution de molécules, donc on arrive au même niveau. Et par contre, le désherbage mécanique, où là, on a explosé le temps en Nouvelle-Aquitaine. On est passé de 2,5 heures hectares sur le système de référence à plus de 7 heures hectares sur le système Eco 3. Et notamment, c'est l'intervention du binage de précision sur la carotte de saison avec une vitesse de travail très très faible. Et de notre côté, on est beaucoup plus en rupture, on l'a dit. Du coup, pratiquement pas d'intervention phytosanitaire, pas d'autorisation d'investir dans du nouveau matériel. On a actionné un tas de leviers. On est parti d'une parcelle très sale.
Ça se traduit par des évolutions de temps de main-d'œuvre ou mécanique qui sont de temps de mécanique qui sont relativement limités, que ce soit en application des phytosanitaires ou en application de désherbage mécanique. Par contre, c'est un fort surplus de temps de main-d'œuvre dans ces conditions à partir d'une parcelle conventionnelle ultra spécialisée en termes d'adventice. Et on atteint quand même des chiffres qui sont très très élevés en termes de sarclage. 384 heures par exemple en moyenne sur la carotte, c'est énorme. Donc pour conclure très rapidement, on peut dire que le pilotage du système il est assez satisfaisant globalement, que ce soit les bioagresseurs ou les salissements des parcelles, c'est plutôt maîtrisé, même si c'est complexe dans certaines cultures très en rupture. On active pas mal de leviers, que ce soit système ou culture, mais qui certaines années, au vu du climat, sont compliqués à mobiliser. Tout ce qui est rendement, qualité, c'est plutôt maîtrisé et maintenu, sauf pour le poireau en Normandie, comme on a vu au niveau IFT. Nouvelle-Aquitaine, IFT herbicide, on est à 25% et on n'atteint pas nos objectifs de 60% actuellement. Objectif atteint par contre en Normandie de 68% sur le système Eco 1. Globalement, les charges sont maîtrisées en Nouvelle-Aquitaine. En Normandie, un peu moins, notamment liées au sarclage manuel, comme vous a présenté juste avant Franck. Et voilà, on a commencé un travail sur l'économie qui est à poursuivre, sur lequel on a encore pas mal de choses à faire, notamment avec la prise en compte de la volatilité de certains coûts, donc gasoil non routier, intrants azotés, pour pouvoir calculer nos marges. Et on pensait également, comme le projet juste avant Sinofit, à la création d'un système moyen régional pour pouvoir comparer nos charges de chacun de nos systèmes. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. On va vous poser 2-3 petites questions qui sont arrivées dans le chat. Alors, par rapport aux 150 hectares de désherbage manuel qui étaient indiqués, est-ce que cela correspond à la moyenne en Normandie ou Nouvelle-Aquitaine pour des carottes conduites en conventionnel? Non, ça correspond pas à la moyenne du tout. On est bien en dessous de ça. Je crois que Émilie, qui est présente dans l'Assemblée Casteil là, au niveau de Carottes de France, disait que on était sur une trentaine d'heures, je crois, sur 30% à peu près de la surface. Nous, c'est peut-être un peu plus au niveau normand. Là, ça correspond bien à des choses qu'on a construit dans des ateliers de co-conception avec, des techniciens, des producteurs, comme l'a rappelé Corentin Château, et on s'est posé la question de savoir ce qu'on pouvait tirer ou exiger. Donc en fait, on s'est mis des contraintes et ils ont été plutôt gentils avec nous, on va dire, en Normandie avec la construction des contraintes en termes de désherbage, sachant que là, on s'est mis un objectif à 150 heures, ce qui est beaucoup et qui pourrait représenter aujourd'hui un niveau fort de désherbage. Et on s'est mis une limite à 400 heures. Donc ils se sont dit, vous avez pratiquement plus de produits herbicides à disposition. Du coup, dans les systèmes normands, du coup, on est obligé d'avoir une tolérance de désherbage qui augmente puisque votre système de culture ressemblera à un système bio en termes de désherbage. Voilà. Okay. Je sais pas si tu veux compléter, Corentin. Non, c'est 150 hectares, ça correspond vraiment au bassin normand et pas au bassin aquitain. Nous, on n'a pas ça dans nos règles de décision. Notre règle de décision, c'est que s'il faut faire du désherbage manuel, on en fera, mais on n'a pas de limite de temps, etc. Et en Nouvelle-Aquitaine, on est quand même en dessous de 150 hectares. Nous aussi. Ok. Pour revenir sur les ateliers de conception, mais vous y avez un peu, Corentin, tu l'as un peu dit, le format, alors les acteurs, tu l'as indiqué, mais quel était le format de ces ateliers, comment ça s'est déroulé? Alors, je n'y étais pas, moi. Émilie, je ne sais pas si tu veux intervenir au fond. Oui, bien sûr, je vais intervenir. Du coup, il y a eu un premier atelier national, qui a ciblé la culture commune, qui était la carotte, auquel ont assisté des experts des régions. Donc, moi, je me souviens qu'il y avait le CETIFL aussi, des experts régionaux. Du coup, qui a donné les grands leviers possibles d'utilisation, qui a aussi travaillé sur les bioagresseurs présents dans chaque région, ceux qui pouvaient être peut-être communs, ceux qui étaient un peu particuliers, des premières idées. Et après, il y a eu une déclinaison faite dans chaque région, où là, on a mis des conseillers techniques, des producteurs, du coup autour de la table, des agents de la station d'expérimentation, donc pour construire et consolider des règles de décision. À chaque fois, ce qui est important, c'est que ces ateliers, ils ont été animés par un animateur effectivement extérieur,
Et cet animateur n'est pas forcément un expert de la question. C'est très difficile d'être animateur et questionné en même temps comme expert. Voilà. Mais voilà, en dehors, on veut bien répondre à plus de questions sur les ateliers de co-conception. Effectivement, on en a animé quelques-uns au D'accord. niveau des structures. Vos coordonnées seront transmises à la fin du D'accord. webinaire. Et une dernière question sur au niveau est-ce que vous faites des analyses de sol au démarrage de l'expérimentation sur la réserve, enfin le stock semencier, voire d'autres bioagresseurs du sol? Alors, je parle, oui, au démarrage du projet, il y a eu des analyses de sol faites pour voir de où on partait aussi à ce niveau-là, au niveau bioagresseur du sol, etc. Au niveau stock semencier, je crois pas que, alors peut-être que c'est fait en Normandie, en Nouvelle-Aquitaine, ce n'est pas fait. Voilà. Par contre, avant chaque légume en Nouvelle-Aquitaine et après chaque sortie d'hiver, il y a des analyses de sol qui sont faites pour voir le niveau. Alors, avant la carotte, c'est pour voir le niveau de bioagresseur du sol, donc notamment nématodes. Et avant chaque culture et à la sortie d'hiver, c'est pour voir le niveau de fertilisation où on en est et pouvoir ajuster aussi un peu notre pilotage du pilote. Donc, c'est quelque chose qui est aussi suivi régulièrement sur le projet et qui va être aussi fait à toute fin du projet. Ok, super. Bah, écoutez, merci à tous les deux. Merci. D'arrêter le partage de votre écran et puis on va passer à la dernière intervention dans Brodio de l'ITAB pour le projet Made in AB. Voilà, Brodio, tu peux partager du coup ton écran et je te cède la parole pour 15 minutes. Merci. Ok, bonjour. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Et est-ce que vous m'entendez? J'imagine. Non, faut que tu le passes en mode présentation et ça ira. Bien sûr. Ok, bonjour à tous. Donc, le projet Medina Bay, très rapidement, c'est un projet qui a démarré en 2019 et terminera en 2023 sur Adventiste Agriculture. Là, c'est déroulé en parallèle au projet qu'on vient d'écouter. La logique de ce projet, c'est surtout d'avoir un certain numéro de systèmes qui sont suivis en parallèle. Il s'agit de 19 systèmes sur 10 différents sites. Donc là, on peut les voir comme représentés comme des flèches. Et on a 3 actions principalement. La première, c'est un peu le point de force du projet, c'est la collecte de données, notamment des données adventices à floraison des cultures et aussi des itinéraires techniques sur Cister. Et ça continue depuis 2008 pour certains sites, en fait. Donc, c'est une continuation de collecte de données qui avance depuis très longtemps. Après, il y a une action d'analyse de l'efficacité des leviers, des itinéraires techniques à travers le site. On a, par exemple, identifié 3 leviers en particulier comme prioritaires en termes de besoins de référence, les rotations, les couverts végétaux et les faux semis. Et on a en fait des analyses multicritères dans chaque site au niveau du système de culture qui sont en cours à présent. Donc, on ne veut pas forcément présenter des résultats sur ça à l'instant. Donc, en termes de résultats, le premier vient directement de la base de données. Donc, on a la possibilité d'explorer les caractéristiques de la flora adventice avec ce graphe d'analyse multicritère qui nous donne différentes variables, les relations entre les uns et les unes et les autres, qui sont représentées par la longueur et la direction des flèches. Et ici, on peut voir notamment qu'il y a au moins 3 différentes caractéristiques à voir. La première, c'est l'abondance des adventices, donc soit la densité, soit la biomasse. La deuxième, c'est la diversité de la flore. Donc ici, il y a 3 indices. Le premier, c'est la richesse, donc le numéro d'espèces. Le deuxième, c'est l'indice des challenges. Donc, c'est un indice de diversité taxonomique. Et après, l'indice des poilus, qui va de 0 à 1. Il nous indique s'il y a de la dominance ou s'il n'y a pas de dominance, surtout un indice d'équitabilité. Et après, on a aussi la nuisibilité, notamment la prévalence d'espèces nuisibles qui ont été classées en fonction de la littérature entre fortement nuisibles comme la folle avoine, nuisibilité moyenne comme la camomille ou comme le myosotis à faible nuisibilité. Ce qui est intéressant dans cette figure, c'est que finalement les 3 caractéristiques ne vont pas toutes dans la même direction. Si vous observez la direction des flèches, vous voyez que la nuisibilité, je vois si j'arrive à mettre, le pointeur. La nuisibilité est indiquée par une flèche qui va en effet dans une direction opposée à la diversité. Donc, on peut bien dire que s'il y a plus de diversité de la flore, et on peut bien s'attendre à avoir moins de nuisibilité.
et aussi que l'abondance de la flore est perpendiculaire, donc c'est fondamentalement indépendante, soit de la nuisibilité, soit par rapport à la diversité. On parle maintenant des leviers qu'on a pu mobiliser. Ça, c'est un schéma théorique qui est partie du projet, et l'objet de montrer ces diapos, c'est surtout d'observer l'intrication entre les différents leviers. Il n'y a pas effectivement un levier, que ce soit d'atténuation, de lutte curative ou d'évitement, qui n'est pas lié aux autres leviers, et en même temps, il n'y a pas de levier qui soit spécifiquement dédié aux adventices, à part peut-être le désherbage, parce que toute autre opération est liée à d'autres objectifs au sein du système des cultures. Donc, l'objectif de ce projet, c'est en effet d'explorer cette complexité, cette intrication dans, comme je vous disais, 19 systèmes en parallèle. Et on voit maintenant quelques résultats préliminaires sur l'efficacité de ces leviers. Le premier, c'est sur la hiérarchisation, et voir comment cette hiérarchisation de leviers est différente selon le système. Ce qu'on sait depuis la science, c'est que au moment où on veut vraiment diminuer l'utilisation de produits d'intrants, d'herbicides notamment, l'efficacité des leviers curatifs est en fonction de l'efficacité des leviers préventifs. Donc tout ce qui est labour, faux semis, gestion des intercultures, et qui à son tour dépend de l'efficacité des leviers préventifs pluriannuels, donc notamment la rotation et tout ce qui est au niveau pluriannuel. Donc c'est ce qu'on sait depuis la science. Et après il y a eu une enquête avec les responsables d'essais, donc responsables d'essais. Donc on a vu qu'à partir du pédoclimat, des filières, des territoires, des différents objectifs, pas très différents de ce qu'on a été présent, qu'on a entendu des projets précédents, il y a des logiques de conception des systèmes d'agriculture, et ces leviers sont hiérarchisés, et on voit que si on prend 3 systèmes par exemple, la hiérarchisation peut être légèrement différente. Donc il y a des systèmes où les leviers le plus prioritaires sont des leviers pluriannuels. Il y a d'autres systèmes où des leviers annuels remontent en importance par rapport à d'autres leviers pluriannuels. On voit cette enquête un peu plus en détail, donc avec tous les sites confondus. La question était en effet de classer les leviers qui sont mis en place du plus efficace au moins efficace. Et on a une série de 8 leviers, donc de l'introduction des cultures pluriannuelles, diversité d'espèces cultivées, cultures cerclées, couverts végétaux en interculture courte ou longue, de couverts permanents, l'alternance de périodes de semis et l'association des cultures. Et on voit en fait que si on fait la moyenne du classement, donc le plus efficace, c'est les notations les plus hautes, les moins efficaces, c'est plus proche de 0. On confirme que les leviers pluriannuels sont considérés plus importants et plus efficaces par rapport aux leviers annuels. Mais cette question, c'est en fait une question théorique, comme si on discutait avec les responsables d'essai, les pilotes, de la conception du système. À voir, si on change un peu la question, en fait, on sait aussi que toutes les adventistes ne sont pas égaux, et on a fait identifier 3 catégories, les dicotylédones, les graminées et les adventistes non sensibles au labour, donc notamment les adventistes vivaces, plus la fol avoine qui a des caractéristiques de vitalité de la graine qui en font presque une pérenne. Et donc la question ici, c'était quelle est l'efficacité des leviers sur différentes catégories d'adventistes, avec une notation de satisfaction de 1 pas du tout satisfait, 4 totalement satisfait. Les leviers sont toujours les mêmes, mais on voit que en fait, en fonction de la catégorie d'adventistes, l'efficacité perçue, la satisfaction par rapport aux leviers peut changer. On voit notamment que les leviers rotationnels sont perçus plus efficaces sur les dicotylédones, mais de moins en moins efficaces par rapport aux graminées et aux vivaces. Et c'est intéressant aussi d'observer, lorsqu'on change la question et on passe d'un classement à une notation de satisfaction, on a une divergence de réponse, notamment pour ceux qui en aient du couvert pluriannuel, même si c'était sur un seul site. Comme vous voyez, la barre est très étroite parce que c'est proportionnel au nombre de sites. Et pour la diversité de cultures, elles sont perçues comme très satisfaisantes pour les dicotylédones, mais pas si satisfaisant que ça pour les graminées et
pour les adventistes non sensibles au labour. Et de l'autre côté, les leviers de type annuel, notamment la culture cerclée et les couverts d'interculture, sont plus efficaces que d'autres leviers pluriannuels. Il est intéressant de voir un peu plus en détail un levier pour donner un exemple du type de résultat qu'on va obtenir par un projet avec cette conception un peu plus, disons, complexe et multisite. Et on parle en fait du couvert végétal d'interculture. Donc l'interculture, on le sait, c'est normalement le créneau entre la récolte d'une culture et le semis de la culture suivante. C'est pas un levier en soi, c'est tout simplement un élément de la rotation. Ça peut être une interculture longue, par exemple entre une récolte d'été et semis de printemps, ou une interculture courte entre récolte d'été et semis d'automne, par exemple. C'est aussi un temps clé pour la gestion préventive des adventices. Et donc, là, on va avec le levier, ça peut être fait avec ça peut être géré sans couvert. Donc, on se retrouve avec du sol nu et on fait confiance au labour pour gérer les adventices, ou on peut y implanter une culture de couvert. Et donc, on a un sous couvert et probablement on a aussi une moindre intensité du labour. On a au cours collecté des données de 2014, donc bien avant le démarrage du projet jusqu'à la campagne 2019, avec 131 observations, on les appelle individus. Ces observations sont donc des parcelles où on identifie le couple interculture plus la culture suivante. L'observation, c'est le relevé d'adventices à la floraison de la culture suivante, et donc on a ici de cette matrice les 4 combinaisons d'interculture. À noter aussi l'intrication avec d'autres caractéristiques de la rotation. Par exemple, si on regarde la longueur de l'interculture, les intercultures longues sont souvent avant des cultures d'été, les intercultures courtes sont souvent avant des cultures d'hiver. Donc, c'est pas complètement dépendant du type de culture qui suit. Et si on voit si c'est avec couvert ou sans couvert, comme on disait avant, s'il y a le couvert, il y a généralement moins de labour, et par contre, si l'interculture est sans couvert, il y a généralement plus de labour nécessaire. On a donc 2 configurations plus fréquentes, donc les intercultures longues avec couvert. Exemple majoritaire de couvert, c'est des trèfles, seuls ou en mélange, la facélie, l'avoine. Et on a des intercultures courtes sans couvert, présentes sur tous les sites, sauf un site, avec 65 observations au cours des 5 années. Et les 2 autres configurations plus minoritaires, un peu plus originales, sont des intercultures courtes avec couvert. Le couvert, c'est généralement du trèfle ou de la févérole ou des repousses de févérole. Et après, on a aussi 12 observations sur 6 sites d'interculture longue sans couvert, donc qui font usage du labour pour gérer les adventices. Et sur ça, on peut voir un peu quels sont les résultats en termes de matrice des adventices. Donc, on disait avant la densité, la biomasse et la diversité. Et on voit que la densité des adventices à la floraison de la culture suivante est en général dépendante de la longueur de l'interculture. Donc, il y a une moindre densité d'adventices après des intercultures longues par rapport aux intercultures courtes. Cela est naturellement lié aussi au fait que les intercultures longues sont souvent précédentes des cultures d'été et les intercultures courtes sont souvent précédentes des cultures d'hiver. En termes de biomasse, on trouve une tendance pareille, mais finalement, on voit que l'interculture longue avec couvert génère des biomasses plus faibles par rapport aux intercultures courtes sans couvert. Et on trouve la même tendance si on regarde la diversité des des adventices avec l'indice de Chammon qu'on avait présenté dans la première diapo. La diversité est plus faible après des intercultures longues avec couvert. Tout ça, c'est naturellement interprété comme une combinaison de leviers interconnectés parce que ça remonte aux interactions avec la saisonnalité des cultures, la présence du labour, les opérations de désherbage. Donc, il s'agit pas forcément d'un levier, mais on est en train de réorienter aussi l'analyse et l'interprétation des résultats du projet sur des combinaisons de leviers qui vont plus souvent ensemble, comme on venait de le voir avec le couvert végétal d'interculture. On a aussi une action d'analyse multicritère dont je présente juste la logique, mais pas forcément le résultat, parce que ça va être finalisé au cours des années à venir. Mais par exemple, si on prend un site, le site de Corbas,
à Israël, on a deux systèmes. Un système diversité et un système, on l'appelle les fertilité. On les décrit surtout en termes des objectifs des systèmes. Donc, le système diversité a l'objectif de maîtriser les adventices, surtout par l'effet de compétition des cultures différentes et le travail du sol. Et on a donc une rotation de 8 années avec une alternance de culture d'été et culture d'hiver, céréales et légumineuses. Et le système fertilité, par contre, a l'objectif de contrôler les adventices d'autant plus que possible sans labour, et on a une rotation courte. Et vous voyez, par exemple, ici, où toutes les positions où on a des couverts d'interculture, soit courts, soit longs. Et sur ces systèmes, et sur 3 autres systèmes, on est en train d'analyser les 5 rubriques d'indicateurs qui ont été identifiés par des ateliers avec les pilotes de sites. Et donc, les premiers sont la maîtrise des adventices. Et ici, je vais donner aussi des exemples d'indicateurs qu'on a trouvés. Donc, par exemple, un premier indicateur, c'est l'abondance d'adventices nuisibles, problématiques, qui peuvent changer notamment d'un site à l'autre, parce que il y a des sites où il y a surtout des problèmes de pérennes, il y a des sites où il y a surtout des problèmes d'annuels nuisibles. Après, le rendement et la qualité, notamment, un indicateur qu'on regarde, c'est l'atteinte, le pourcentage de l'objectif de rendement qui est atteint en termes de rendement actuel, mais aussi la fréquence de cultures qu'il faut broyer, de faillites de cultures, des classements de qualité, donc d'autant d'indicateurs quantitatifs que qualitatifs. L'organisation, complexité du temps de travail, donc le temps de travail total comme on a vu avant, mais aussi d'autres indicateurs, les performances économiques et les performances environnementales aussi en termes de consommation de carburant et émissions de gaz à effet de serre. Donc ces analyses seront conduites, comme je vous disais, au cours de cette année et seront présentées et seront disponibles dans le futur. Donc en termes de conclusion, je crois tirer, disons, 4 recommandations aussi pour les conseillers et les pilotes de système. Sur les adventistes, c'est surtout les connaître pour les maîtriser. Souvent, ce qu'on observe, c'est qu'on se concentre sur l'abondance, mais c'est vraiment important de se concentrer aussi sur la diversité, leur nuisibilité, la diversité, notamment, ne pas se concentrer seulement sur les espèces qui sont plus fréquentes, mais vraiment regarder combien d'espèces y a-t-il dans la flore. Et même ne pas oublier les services rendus des adventistes. Parfois, peut être aussi important que les 10 services. Donc, vraiment, ne pas se limiter à la quantité et à l'abondance d'adventistes pour évaluer le système, l'efficacité des leviers, des rotations et tout. Un deuxième aussi, l'importance de prioriser la maîtrise des adventistes lorsqu'on structure un système à faible intrant. Donc, s'il faut diminuer les pesticides, il faut vraiment pas trop compter sur les leviers curatifs. C'est vraiment les leviers de prévention, que ce soit annuel ou pluriannuel, qui font la différence. L'étude des combinaisons de leviers peut inspirer des systèmes durables. Donc, on a vu par exemple que les cultures d'été précédées par une interculture longue peut garantir une meilleure maîtrise des adventices. Donc, il faut pas l'oublier dans la rotation. On a aussi vu que le couvert en interculture semble avoir des effets positifs. Disons que ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas d'effet négatif sur l'abondance des adventices, mais on sait que c'est positif pour la réduction du labour, la santé du sol, même s'il faut veiller à que ça baisse pas trop la diversité des adventices, qu'ils sélectionnent pas des adventices plus agressives. Et je me sens aussi de mettre en avant l'engagement, l'expérimentation système, parce que je crois vraiment, comme vous avez vu, quand on regarde ici 19 systèmes au lieu de 3 ou 2, c'est vraiment difficile d'en tirer des conclusions généralisables. Donc vraiment, le levier zéro, c'est la connaissance et l'expérimentation de long terme, à raison de l'équaliser. Et aussi la mission des expérimentations agriculture biologique comme fraction de la transition pour connaître ces défis et l'efficacité des leviers et tout dans un système où les intrants ne sont pas présents a priori. Donc avec ça, je vous remercie de votre attention et s'il y a des questions, je serais content d'essayer de répondre. Merci beaucoup, Ambrogio. Écoute, il y a une question dans le chat qui dit que cette analyse donc est très intéressante, mais la personne a des difficultés à évaluer le choix de levier. Oui. D'application, j'imagine, chez les agriculteurs, car c'est souvent multicritère, sans compter la psychologie de l'agriculteur. Donc, j'imagine c'est. Je crois avoir
le choix de l'évier, c'était quand on parlait du classement de l'évier. Oui. Donc oui, c'était un long travail d'enquête, oui, en fait, qui a été conduit l'année passée. Il y a eu des ateliers où la série de 8 leviers ont été identifiés. Et donc, on a discuté avec les pilotes des différents sites quelle était la position de ces leviers en termes d'importance dans la conception du système, d'un côté. Donc, bien sûr, il y a aussi la psychologie du pilote du système dans la priorisation des leviers. Ce qui est intéressant, c'est vraiment prendre en compte toute la diversité des raisons pour des choix qu'il peut y avoir et les mettre en relation avec l'efficacité de ces choix. Donc, d'un côté, il y a ça. De l'autre côté, je répète, c'est important, lorsqu'on demande quelle était la priorisation, on obtient un classement. Lorsqu'on demande quelle est la satisfaction, on obtient un classement un petit peu différent. Il serait intéressant de voir aussi quel serait de comment croiser les deux avec des analyses plus spécifiques sur la maîtrise de Das Ventis en termes quantitatifs. Donc oui, c'est vraiment aborder cette complexité. Je crois que vous allez comprendre comme il était difficile aujourd'hui de donner des conclusions, mais c'est vraiment l'ambition du projet. Oui, effectivement. De toute façon, votre projet là, il a plein d'autres résultats que t'as pas forcément présenté aujourd'hui, mais là c'était une focale un petit peu particulière, un peu différente des deux autres présentations, mais c'était aussi intéressant pour ça. Oui. Bon bah écoutez, merci. De toute façon, il va être l'heure de conclure. Donc merci beaucoup à tous les intervenants pour vos présentations. Donc c'est l'heure de conclure. Donc si vous avez d'autres questions, remarques ou commentaires, hein, n'hésitez pas à contacter les différents intervenants d'aujourd'hui. Pour notre part, on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire le 23 mars prochain sur un autre sujet que vous voyez à l'écran. Et entre-temps, normalement la semaine prochaine, vous allez recevoir une invitation à ce webinaire ainsi que le replay et les présentations qui ont été faites aujourd'hui. Donc merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.